Bonsoir et bienvenue à vous tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Clash à l'Assemblée nationale cet après-midi suite aux propos de Claude Guéant sur les civilisations. Un député socialiste fait le parallèle avec le nazisme, provoquant le départ du gouvernement et des députés de la majorité. Le Premier ministre François Fillon parle de honte. L'UMP demande des excuses et ce soir, François Hollande ne condamne pas les propos du député socialiste et appelle à traiter des vrais sujets de la campagne. France-Allemagne, je t'aime, moi aussi, tout va bien entre la chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy qui sont sur la même longueur d'onde. Mais qu'en est-il de leurs pays respectifs? En commerce extérieur, par exemple, la France n'en finit pas de décrocher par rapport à son voisin d'outre-Rhin. Alors oui, le modèle allemand a du bon, mais le copier-coller ne sera pas si évident. Débat à suivre dans ce journal. Enfin, elles sont pointées du doigt. Les collectivités locales sont appelées à participer davantage à l'effort de réduction des déficits. Et pour cela, le chef de l'État réunira vendredi les associations d'élus locaux pour leur faire passer le message. Pas sûr que ces régions majoritairement détenues par la gauche se laissent dicter leur conduite. On en parlera ce soir avec notre invité, le vice-président du Sénat, Didier Guillaume, dans un instant. Voilà pour le sommaire du 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le gouvernement réclame en chœur des excuses après les propos du député socialiste de Martinique, Serge Letchimy, en établissant un lien entre la phrase de Claude Guéant sur les civilisations et le régime nazi. Le parlementaire a provoqué l'ire du gouvernement et de la majorité qui a aussitôt quitté l'hémicycle et la polémique est repartie de plus belle. Les détails avec Jolie Dungeloff. Mes chers collègues, allons, on se calme. Tollé à l'Assemblée nationale, Serge Letchimy, député martiniquais, interpelle vivement Claude Guéant suite à ses propos sur l'inégalité des civilisations et n'hésite pas à évoquer le nazisme. Mais vous, monsieur Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? La réaction est immédiate dans les rangs de la majorité. Fait inédit, ministres et députés quittent l'hémicycle, emmenés par François Fillon. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, tente sans succès de ramener le calme. Je vous en prie, mes chers collègues, on se calme. Avant de lever la séance. La séance est suspendue. Alors que la gauche soutient Serge Letchimy, la droite exige des excuses et condamne fermement les propos. C'est honteux, voilà. Tant qu'on aura des débats politiques sur ce registre-là, c'est-à-dire celui de l'hystérie, celui de la caricature, là c'est franchement, c'est même pas hystérique, c'est débile. Après une réunion avec les présidents de groupe, Bernard Accoyer a indiqué qu'il réunirait au plus tard le 14 février le bureau de l'Assemblée nationale pour envisager d'éventuelles sanctions. Et ce soir, sur le plateau de France 2, le candidat socialiste à la présidentielle n'a pas condamné les propos du parlementaire du même parti. François Hollande a surtout insisté sur la polémique déclenchée par Claude Guéant et sur le fait qu'il fallait parler désormais des vrais sujets. On l'écoute. Et puis là, il faudrait discuter de la différence entre les civilisations. Oui, mais là, c'est un député apparenté à votre groupe, François Hollande. Qu'il y ait eu une provocation, car c'en est une, dire qu'il y a une hiérarchie entre les civilisations, qu'un homme qui se sent blessé, vous avez vu d'où il est élu, de la Martinique, de ce qu'est l'histoire aussi de ce département. Vous ne réprouvez pas ces propos. Mais moi, ce que je réprouve, c'est cette polémique inutile, ce sont ces divisions blessantes, ce sont ces discordes. Et dans l'actualité ce soir, c'est le retour en campagne de Ségolène Royal. L'ancienne candidate de 2007 effectue ce soir à Marseille son premier déplacement dans le cadre de la campagne de François Hollande. Elle a adressé un message d'espérance dans les quartiers nord de la ville avant de prendre, comme vous le voyez, un bain de foule dans les rues de la ville. On l'écoute. Ces promesses, elles seront tenues. Non, pourquoi est-ce qu'elles seront tenues? Parce que sans ces quartiers-là, la France ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir si on délaisse toute une partie de la société française de côté. Oui, il y a des discriminations, oui, il y a des relégations, oui, il y a des injustices. Eh bien, surmontons-les ensemble et faisons-en une force nouvelle.
Il est candidat et il le montre de plus en plus lors de ses déplacements. Nicolas Sarkozy est revenu à la charge aujourd'hui contre le projet de François Hollande de moduler le quotient familial, l'accusant de remettre en cause le consensus dans ce domaine. On écoute le chef de l'État. La République ne fait aucune distinction entre les enfants, car pour la République, les enfants ont tous la même valeur. Et une politique familiale, c'est une politique pour encourager la natalité. Faut-il encore rappeler ici que c'est la loi de finances du 31 décembre 1945 qui a institué le quotient familial. Cette politique familiale forte, voulue par tous les partis politiques au sortir de la dernière guerre, fait partie de notre héritage commun. En tant que président de la République, je suis le garant de nos institutions, mais je suis également le protecteur de ce pacte social qui a été passé entre le peuple français et toutes les organisations politiques et familiales de notre pays. Il est l'invité politique du 22h ce soir. Didier Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vice-président du Sénat et sénateur socialiste de la Drôme. Alors l'actualité politique, on l'a vu, est marquée par le clash à l'Assemblée nationale. Les propos de Claude Guéant sur les civilisations sont comparés à ceux du régime nazi. Pour clore cette polémique, Didier Guillaume, est-ce que chacun, à droite comme à gauche, ne va pas admettre qu'il est allé trop loin, finalement? Je pense qu'il faut siffler la fin de la récréation. François Hollande l'a dit ce soir d'ailleurs au journal de 20h. Après le discours de Dakar, le discours de Grenoble, sans cesse les discours de M. Guéant, M. Guéant est allé trop loin. Et en même temps, M. Letchimy, cet après-midi à l'Assemblée nationale, a mis le feu aux poudres, mais en réagissant avec ses tripes, avec son cœur, avec un homme d'outre-mer qui a parlé d'esclavage. Je pense qu'il faut s'arrêter. Le débat politique, la France mérite mieux que de faire de phrase en phrase, de polémique en polémique. Il est temps de parler de choses sérieuses, de parler aux Français, de parler au peuple, de parler de ce qui les intéresse. Mais quand même, moi je voudrais dire que M. Guéant pousse le bouchon un peu loin tous les jours, régulièrement. Est-ce que selon vous, on s'arrête jusqu'à la prochaine fois? Est-ce que cette phrase de Claude Guéant n'est pas annonciatrice de la campagne, de la stratégie de Nicolas Sarkozy, soufflée peut-être par certains conseillers très à droite à l'Élysée? Mais bien évidemment, on voit très bien que tout cela n'a pas été fortuit. M. Guéant est intelligent, il n'a pas fait une erreur en disant cela. Ce n'est pas la première fois. Les civilisations seraient différentes, mais il y a eu les peuples, il y a eu les races, il y a eu les religions. On ne peut pas aller, c'est nauséabond tout cela. Mais vous n'allez pas réagir à chaque fois de cette manière, non, comme monsieur le député je pense vraiment qu'il faut maintenant parler des vrais sujets. D'ailleurs, François Hollande le fait depuis quelque temps, depuis le discours du Bourget notamment. Et il faut parler des choses qui parlent aux citoyens de notre Parce que selon vous, comment les Français y regardent, ils vivent, ils apprécient ces petites phrases, ces polémiques? Je vais vous dire. Je pense que les Français se sont détournés de la politique déjà depuis bien longtemps. Et si on veut les rattraper, si on veut faire en sorte qu'ils viennent voter à la présidentielle, alors ce n'est pas par ces polémiques-là. Il faut arrêter, il faut que M. Guéant arrête, et il faut lever le débat. Et le débat, c'est de parler des choses qui les importent. Le travail, le logement, toutes ces questions-là qui sont essentielles pour la vie de nos concitoyens qui souffrent. On a vu ce soir Ségolène Royal entrer en campagne pour François Hollande. Il y a aussi d'autres ténors, bien sûr, du parti qui mouillent leur chemise et qui vont la mouiller dans les prochaines semaines. Est-ce que le Sénat, et plus particulièrement ses représentants, je pense au président du Sénat, à vous aussi, vous allez mouiller votre chemise et participer à des meetings avec le candidat socialiste? Est-ce que c'est le rôle du président du Sénat, du vice-président du Sénat? Mais bien sûr, le président du Sénat, certes, préside la Haute Assemblée, avec beaucoup d'honneur et de fierté, mais en même temps, il n'en est pas moins un homme politique. Et il va de toutes ses forces faire campagne comme nous le ferons tous. Alors avec François Hollande, et puis surtout aussi sans François Hollande. Pour nous-mêmes aller faire des meetings, aller faire des réunions, aller animer Mais vous savez ce qu'on va vous dire. Le Sénat n'est plus alors au-dessus des clivages partisans? Parce que M. Larcher n'a jamais fait de réunion politique. Parce que M. Raffarin n'en fait pas, bien sûr que non. Il faut différencier l'institution, qui est une belle institution, et je crois d'ailleurs que le président Bell, depuis le 1er octobre, a montré son amour, son intérêt pour cette institution, pour cette haute assemblée, pour un bicamérisme rénové qui est essentiel à notre démocratie. Mais en même temps, comment comprendre que nous sommes des femmes et des hommes politiques et qu'il faut aller sur le terrain en campagne? Il faut que la France ait un nouveau président le 6 mai 2012. Vous allez tout faire pour ça? Vous allez mouiller votre chemise ainsi que le président du Sénat? Bien sûr. Alors il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy avait annoncé une réunion avec les associations d'élus locaux pour que les collectivités locales participent à l'effort de réduction des déficits. Cette réunion-là aura lieu vendredi. Est-ce qu'elle est justifiée selon vous, cette réunion? Non, elle n'est pas justifiée. Pourquoi? Mais nous allons y aller.
parce que quand le président de la République convoque des élus, les élus vont aller s'expliquer. Mais ce n'est pas au président de la République de convoquer les élus. Ça aurait dû être aux associations d'élus de demander des comptes au président de la République. Pourquoi a-t-il asséché les finances des départements sur le social, les finances des régions? Et ce n'est pas aujourd'hui de demander aux collectivités locales de réduire les déficits, c'est plutôt de dire aux collectivités locales, allez-y, investissez pour relancer la croissance dans notre pays, puisque vous le savez très bien, 75% de l'investissement public en France est fait par les collectivités locales. Les collectivités locales ne peuvent pas baisser leur budget de fonctionnement parce que sans cesse l'État leur transfère des charges sociales, des charges d'agents des routes, des charges d'agents des collèges. Mais en même temps, lorsque l'on regarde les collectivités locales, aucun budget n'est voté en déficit. Oui, mais le chef de l'État n'est pas le seul à dire que les collectivités doivent faire davantage. Il y a aussi le président de la Cour des comptes, qui est socialiste, Didier Migaud, qui dit ceci, au mot près. Il appelle à une gestion plus rigoureuse des effectifs de la fonction publique territoriale. Mais je suis d'accord. Et tous les présidents d'exécutif font des efforts. Mais moi, je vais vous dire, dans mon département, il y a eu 1000 salariés de plus en un an. Mais c'est pas moi qui les ai embauchés. C'est moi qui les paye. Ah. Mais ce sont les transferts. L'État, petit à petit, mais bien sûr, l'État nous a transféré les agents des collèges, les agents des collèges, les agents des... Oui, nous allons dire ça. Nous allons dire aussi que nous n'avons pas de leçon à recevoir d'un président de la République qui a augmenté la dette de l'État de façon vertigineuse en 5 ans, alors que tous les maires, les présidents de département et les présidents de région gèrent de façon serrée et la plus serrée possible. L'objectif, c'est certes de réduire les déficits. Pour en ce qui concerne les collectivités locales, c'est 10% de la dette globale. Mais lorsque l'on regarde tous les chiffres, les départements, les régions, les communes sont plutôt très bien gérés. C'est une réunion qui s'annonce animée à l'Élysée vendredi. Je pense que ça va être intéressant parce que le président de la République, sur les 4 ateliers qu'il propose, va dire un certain nombre de choses. Nous ne partageons pas le constat. Je pense qu'il faut absolument rénover le dialogue entre l'État et les collectivités locales. Il faut un pacte de confiance pour vraiment renouer cela. Et d'ailleurs, il n'y a pas possible avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas que les élus de gauche qui disent ça, les élus de droite aussi. C'est possible avec Nicolas Sarkozy s'il change de façon de faire, s'il ne met pas sans cesse en accusation les collectivités locales, s'il ne dit pas vous toucherez moins parce que vous dépensez trop, nous n'acceptons pas cela. Alors, mais il faut aussi un pacte financier. Parce un pacte financier, très clairement, il faut une visibilité à 2-3 ans pour savoir ce que l'État versera aux collectivités locales. Aujourd'hui, nous sommes trop à U et à DIA et c'est très compliqué. Et vous l'avez lu dans Le Monde aujourd'hui, pour ces collectivités locales, on les dit étranglées, asséchées, parce qu'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'argent, les banques ne donnent plus et certains chantiers sont arrêtés. Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme ce soir ? Mais bien sûr, vous voyez bien que d'un côté, le président de la République accuse les collectivités locales de trop dépenser et de l'autre côté, dans l'article du Monde qui est fort judicieux d'ailleurs, parce que c'est la réalité, il indique que nous n'arrivons plus parce que les banques ne prêtent plus. On ne peut pas continuer comme cela. La relance dans ce pays, elle passera par les collectivités locales. Les collectivités locales ne sont pas un problème pour la France. Elles sont une des solutions, voire la solution principale. Et c'est dans cette direction que nous voulons aller. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Didier Guillaume, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. La suite du 22h et cette question ce soir, qui est d'ailleurs dans l'actualité depuis quelques jours. Faut-il s'inspirer du modèle allemand? Oui, en partie. Mais nous verrons que dans certains domaines, il faudra sûrement beaucoup de temps et d'efforts pour s'approcher de l'Allemagne, notamment en commerce extérieur. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord, nous allons voir que l'Allemagne n'a pas toujours été la référence. Mounir Soussi. Aujourd'hui inséparable d'Angela Merkel, le président de la République n'a pas toujours vu Berlin comme un exemple à suivre. En 2007, Nicolas Sarkozy s'inspirait ouvertement de la méthode britannique du travailliste Tony Blair. La croissance insolente de la Grande-Bretagne et un chômage en baisse séduisaient le futur président jusqu'à lui faire oublier les clivages politiques. Rencontrer Tony Blair, c'est d'abord très intéressant. En plus, on a une très grande proximité. Les socialistes européens devraient être fiers de ce qu'a fait l'un des l'autre, l'un des leurs. Pour trouver des réponses sur les questions de société, les regards se tournent le plus souvent vers le Nord et les pays scandinaves. La Suède, avec son système de redistribution des richesses et sa politique de formation des salariés, la transparence de ses élus est aussi souvent citée en exemple. Le Danemark et la Finlande inspirent dès qu'il s'agit d'éducation et d'efficacité du système scolaire. Piocher chez nos voisins sans copier, un exercice délicat. Depuis son rapprochement avec l'Allemagne, Nicolas Sarkozy essuie à gauche des critiques sur ses capacités à trouver seul les solutions pour la France.
Et nos invités ce soir dans le 22h, Jean Pisani-Ferry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes économiste et directeur du Centre de réflexion Bruegel. Merci d'être avec nous. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombault est également là. Merci Jean-Louis. Alors on vient de le voir dans ce sujet, on parle beaucoup de la référence allemande. Jean-Louis, mais il y a d'autres modèles que la sacro-sainte référence allemande justement. D'autres modèles, c'est-à-dire dans le monde? Dans le pays, bien sûr, pour les autres pays, bien sûr, dans le monde. Dans le monde. Alors vous avez évidemment, jusqu'à présent, le grand modèle, c'était le modèle anglo-saxon. C'est-à-dire essentiellement le modèle britannique, irlandais, américain et un tantinet espagnol. Avant, on avait le modèle japonais. Et encore un peu avant, on avait quand même le modèle allemand avec le miracle allemand de la reconstruction. Et on revient aujourd'hui au modèle allemand. Mais il y a aussi le modèle français. Lorsqu'il y a eu la récession de 2009, tout le monde disait heureusement qu'il y a le modèle social français, sinon la récession aurait été beaucoup plus importante qu'elle n'a été. Et aujourd'hui, je crois que l'exemple allemand, plus que le modèle allemand, vient d'une conjoncture très particulière. C'est-à-dire que l'Europe est dans une difficulté croissante, financière, économique, conjoncturelle. On développera peut-être ce sujet tout à l'heure. Et il y a un besoin de créer un axe, au moins quelque chose de solide en Europe, et donc le besoin... Donc la France a besoin de l'Allemagne et l'Allemagne a besoin de la France. Et c'est ce qui est en train de se passer, ce qu'on appelle derrière cela le modèle allemand. Jean Pisani-Ferry, est-ce que cette référence Allemagne est justifiée, elle est peut-être naturelle et normale? C'est pas une affaire de modèle. On pourrait prendre la Suède, si on voulait prendre un modèle, c'est un pays qui va très bien. Mais on prend l'Allemagne parce que l'Allemagne est au centre. Parce que la crise a remis l'Allemagne au centre, en position dominante en Europe. On mesure tous nos écarts de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne. On se pose la question toujours de savoir donc à quelle distance on se situe, comment les marchés vont évaluer la performance, la situation relative. Et l'Allemagne en plus est politiquement en situation dominante en Europe. Le dernier traité qui vient d'être conclu au début de la semaine, le traité budgétaire, c'est un traité qui a été voulu par l'Allemagne entièrement. Mais vous n'allez pas jusqu'à dire que l'Europe est allemande pour autant? Non, l'Europe n'est pas allemande. C'est exagéré quand certains commentateurs disent cela? Cette crise a mis en avant la puissance allemande et a mis en avant les thèses allemandes. Ça ne veut pas dire que l'Europe est allemande. L'Europe est beaucoup plus diverse. On voit que, bon, un certain nombre de pays qui ont des points de vue différents. Et ça va continuer. Mais la géométrie des rapports de force s'est déplacée. Elle s'est déplacée aussi dans les, je ne vais pas dire les leçons qu'elle donne, mais en tous les cas les voies à suivre pour d'autres pays, mais notamment sur la Grèce. Jean-Louis, la voie allemande est très forte et se fait dure, sévère parfois. Alors je pense qu'il n'y a pas de modèle allemand, mais il y a un modèle européen, il y a un modèle allemand de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement sur l'Allemagne, mais on partage de plus en plus la conception européenne de l'Allemagne. Ce sont deux choses un petit peu différentes que lorsque l'on parle de modèle. Et on le voit à travers la question grecque, pour répondre directement à la question espagnole ou portugaise. C'est-à-dire que les Allemands ont cette conception de la stabilité, et en partant de la stabilité financière, ils ont cette conception de développer la concurrence à l'intérieur de l'Europe avec un équilibre des pouvoirs pour la réguler à l'intérieur de l'Europe. Ça, c'est la conception allemande de toujours de la construction européenne qui n'était pas exactement celle de la France. Et c'est ce qui est en train de gagner aujourd'hui en Europe pour résoudre les problèmes qui lui sont posés. Jean Pisani-Ferry, est-ce qu'à l'inverse, il y a quand même des qualités françaises à exporter? Est-ce qu'on peut espérer? Si on prend la gestion de cette crise, l'Allemagne n'a pas toujours eu raison, elle l'a reconnu. Elle a voulu, par exemple, avoir un mécanisme de résolution des crises de dette qui a créé plus de problèmes, en fait. Enfin, l'anticipation de ce mécanisme a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. L'Allemagne est revenue dessus. Elle était très réticente à l'assistance au départ à des pays comme la Grèce, aux autres pays. Elle voulait des termes extrêmement durs pour cette assistance. Elle voulait des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Elle a accepté de revenir dessus. Donc l'Allemagne n'a pas imposé... Qui l'a fait changer d'avis un petit peu? Est-ce qu'on peut avoir un rôle modérateur de la France? Oui, la France là-dessus a eu un rôle modérateur. La France avait une position différente. Et la réalité l'a fait changer d'avis. Donc c'est pas entièrement un modèle allemand qui s'impose. Mais c'est vrai que cette culture de la stabilité, qui est une forte composante de la culture allemande, cette insistance sur les problèmes budgétaires, ça c'est la marque de fabrique allemande. Il y a une autre réalité qu'on a appris aujourd'hui, c'est un domaine où l'écart, Jean-Louis, devient un abîme entre les deux pays. C'est le commerce extérieur. Le déficit de la France atteint un record pour 2011 avec près de, on le voit sur notre tableau, plus de 69 milliards d'euros. Et l'Allemagne a un très bel excédent avec près de 100
milliards 140 milliards d'euros. Oui, on les compte plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas une question de l'année. C'est-à-dire que ça dure depuis 2005. La France connaît un registre de déficit et pratiquement de manière constante depuis la création de l'euro, l'Allemagne accumule des excédents. On a démarré dans la position inverse. On a démarré l'euro avec la France en excédent et l'Allemagne en déficit. D'accord. Mais le ciseau n'a cessé de se creuser depuis. D'accord. Et l'Allemagne, depuis que les ciseaux se sont creusés, a accumulé à peu près 1000 milliards d'euros d'excédent, alors que la France accumule déficit sur déficit horrible de 70 milliards. L'année dernière, c'est 50 milliards. Depuis l'année 2005, les excédents allemands sont en gros égaux depuis la création de l'euro au déficit espagnol et italien. On peut toujours rêver de faire comme les Allemands, on n'y arrivera pas. On peut toujours espérer ce... Alors justement, ça c'est intéressant parce que c'est là où on voit le problème. Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être l'Allemagne en Europe. Il n'y a pas place pour plusieurs Allemagnes en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de croissance allemande. Mais on a l'impression qu'il y a plusieurs Grèces quand même. Alors, l'Allemagne a démarré l'euro dans des conditions de sous-compétitivité. C'est un pays qui était en train de digérer le choc de son unification. On parlait d'un problème allemand. Il y a un livre qui était un best-seller qui était Est-ce que l'Allemagne peut s'en sortir? Est-ce que l'Allemagne est sauvable? Ils ont fait des efforts absolument gigantesques. Ils ont fait des efforts de coûts, ils ont fait des efforts de restructuration. L'Allemagne a restructuré son industrie de manière extraordinaire. Elle a délocalisé... En combien de temps En 10 ans. Elle a délocalisé tous les segments à faible valeur ajoutée, elle a concentré les productions à forte valeur ajoutée sur son territoire, elle s'est réinventée complètement du point de vue industriel. Et donc ça, c'est effectivement un effort gigantesque. Ça ne peut être que par la force d'un leader qui entraîne son peuple. Comment vous voyez cela? Non, ça n'a pas démarré comme ça. Ça a démarré, en fait, dans les entreprises, dans la négociation sociale, et ensuite ça a été accompagné par la réforme du chancelier Schröder. Ce n'est pas lui qui a donné l'impulsion. Il a accompagné le mouvement, il a accéléré. C'est intéressant de savoir. Et il y a aussi une question qui se pose. D'ailleurs, vous avez participé à ce livre du Cercle des économistes, je le montre, sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi et Olivier Pastré, droite contre gauche. Je pose d'abord la question à Jean-Louis. On parle de politiques économiques qui sont quand même très rigoureuses. Est-ce qu'il y a une rigueur de droite et une rigueur de gauche? En Allemagne, c'est la même rigueur? Non, en France, là je reviens chez nous. Alors, Monsieur Hollande a un peu répondu à la question, c'est-à-dire quand il a dit à partir de 2012 les impôts augmenteront en France, le problème c'est pas ça la question c'est de savoir qui les paiera. Donc il y a une rigueur de droite et de gauche dans la mesure de deux niveaux. Premièrement, la gauche dans son programme ne propose pas de baisse des dépenses publiques. Et deuxièmement, propose un relèvement des impôts qui serait concentré à partir d'un certain niveau de revenus qu'on appelle les riches. Alors, dans ces conditions-là, on peut dire qu'effectivement, il y a une demi-rigueur de gauche et une rigueur de droite. Jean Pisani-Ferry, est-ce qu'on peut vraiment avoir un programme de gauche? Est-ce que François Hollande a vraiment un projet socialiste, vraiment de gauche en cette période-là? C'est à lui de répondre, mais... Mais comment vous le voyez? Vous avez l'expérience. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir... Tout le monde a le même objectif en termes de déficit. L'objectif, c'est éliminer le déficit sur la mandature, sur les 5 ans. Ensuite, la question est de savoir comment. Effectivement, est-ce que c'est par les dépenses pour Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, c'est 2017. Oui, un an plus tard que le projet présidentiel, en tout cas que les objectifs du gouvernement. C'est important, puisque vous parlez d'un objectif qu'il faut atteindre. Donc un an, ça compte. Oui, enfin, disons que, si vous voulez, par rapport aux grandes controverses qu'on a pu avoir dans le passé, sur le fait de savoir s'il fallait réduire les déficits ou pas, là, tout le monde est sur la même ligne. Et c'est effectivement, c'est le début de notre conversation, c'est cette culture de la stabilité qui s'impose à tout le monde. La question, c'est comment? C'est-à-dire quel équilibre entre dépenses et recettes, quelles dépenses, quelles recettes. Et qui est le plus crédible pour vous? Je ne vais pas vous demander vos intentions de vote, mais votre avis d'économiste. D'abord, on attend d'avoir les deux programmes, puisqu'on est... c'est une bonne réponse, ça. Comment vous évitez? Je pense que, si vous voulez, du côté Hollande, je pense que les dépenses... il prévoit une baisse des dépenses en proportion du PIB, mais ce n'est pas identifié. De quelle manière ça se fait, sur quelles dépenses il va économiser, ça c'est pas clair dans le programme. Il y a dans la rigueur un problème salarial aussi, parce que le début de la rigueur en Allemagne a commencé avec Gerhard Schröder, et c'est une rigueur budgétaire et une rigueur salariale que ne prévoit pas véritablement la France aujourd'hui, même sous M. Sarkozy, parce que, si vous voulez, le coût unitaire pour produire 1 euro en Allemagne a baissé depuis l'an 2000 d'à peu près 17%.
En France, il a augmenté de 3,5%. Donc on voit là l'écart de compétitivité qui s'est creusé depuis 2000, pas seulement par la rigueur budgétaire, mais surtout par la rigueur salariale. Pour finir, Jean Pisani-Ferry, puisque ce livre que j'ai montré aussi est intitulé « Les grands dossiers qui feront l'élection présidentielle », est-ce que selon vous, oui c'est sûr, les déficits, l'économie, la rigueur font déjà partie de la campagne et joueront un rôle essentiel dans le choix de 2012 ? On a une campagne qui va être très particulière, c'est-à-dire une campagne sous la contrainte, sous des contraintes européennes, sous des contraintes de compétitivité. Et la question que se posent les citoyens, c'est est-ce que ça laisse place à un débat politique? Est-ce que gauche et droite peuvent avoir des positions différentes dans un univers qui est beaucoup plus contraint que l'univers habituel? Nous verrons dans les prochaines semaines. Ce qu'essaie de dire ce livre, c'est que c'est possible et qu'effectivement, même sous ces contraintes, il y a de la différenciation qui est possible. Reste à savoir si elle va être lisible. Droite et gauche existent quand même, les différences sont encore là dans cette période. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre éclairage. La suite du 22h, à présent c'est la dernière page de ce journal avec tout ce qui vous a peut-être échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. Les États-Unis d'abord, puis la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les pays du Golfe, mais aussi la France. Tous ont rappelé leur ambassadeur en Syrie pour consultation. Le mot d'ordre, faire pression sur le régime de Bachar el-Assad. Le gouvernement syrien continue à réprimer de façon sanglante ce qui n'est qu'un mouvement d'aspiration à la liberté de son peuple. C'est la raison pour laquelle, comme plusieurs de nos collègues européens, j'ai souhaité rappeler l'ambassadeur de France. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré Bachar el-Assad à Damas, 3 jours après le double veto chinois et russe à l'ONU contre une résolution pour la Syrie. Selon lui, le président syrien s'est engagé à faire cesser les violences dans son pays. La répression continue pourtant. Aujourd'hui, à Homs, 15 civils auraient trouvé la mort. La pluie ne leur a pas fait peur. Des milliers de Grecs sont descendus dans les rues aujourd'hui. Ils protestent contre la nouvelle cure d'austérité de leur gouvernement. La situation a atteint ses limites. Soit c'est eux qui sautent, soit c'est nous. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Une grève générale de 24 heures alors que le gouvernement négocie avec ses créanciers, la zone euro, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Athènes espère obtenir une aide de 130 milliards d'euros en échange de nouvelles mesures drastiques. Deuxième jour de grève dans l'aérien et le mouvement se durcit avec notamment la forte mobilisation des pilotes d'Air France. 60 à 70% d'entre eux ont cessé le travail aujourd'hui selon les syndicats. Les personnels aériens contestent une loi qui encadre leur droit de grève en instaurant un service minimum. Dès que nous avons pris connaissance de ce projet, contacté le gouvernement afin de lui expliquer qu'il n'était pas raisonnable de restreindre le droit de grève, lequel est un droit constitutionnel, le gouvernement a joué la montre. Les syndicats attendent des propositions du gouvernement et menacent, le cas échéant, de donner plus d'ampleur au mouvement. Aujourd'hui, Air France a annulé 50% de ses vols long courriers et 30% de ses courts et moyens courriers. Marine Le Pen garde le sourire, pourtant l'accueil est hostile. La candidate du Front National aux élections présidentielles s'est faite chahuter par une centaine de manifestants à son arrivée à La Réunion. Et c'est précipitamment qu'elle a quitté l'aérogare. Des militants anti-FN ont également perturbé la suite de sa visite sur l'île. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle le principal titre avec ce clash à l'Assemblée nationale cet après-midi suite aux propos de Claude Guéant sur les civilisations. Un député socialiste fait le parallèle avec le nazisme provoquant le départ du gouvernement et des députés de la majorité. Ce soir, François Hollande ne condamne pas les propos du député socialiste et appelle à traiter des vrais sujets dans cette campagne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite votre émission politique preuve par 3. L'invité ce soir c'est Henri Guénaud. Belle soirée, à demain.
Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. La campagne prend forme à l'Élysée, où le président n'est pas encore officiellement candidat, mais quand même, Henri Guénaud, c'est tout comme, puisque Angela Merkel lui a apporté officiellement son soutien sur tous les plans. A-t-elle dit? Oui, on n'a pas parlé de campagne présidentielle. Non, on n'a pas parlé de campagne présidentielle. Mais enfin, bon, le message n'était même pas subliminal quand même. Ça crevait l'écran. Hein. Oh, mais ça, c'est votre mauvais esprit qui parle. Non, il y avait un sommet, enfin, un conseil des ministres, même franco-allemand. Il y en a deux prévus chaque année par le traité de l'Élysée. Et après, il y a une émission commune, comme il y avait une émission commune entre Barack Obama et le président de la République. D'accord, donc d'emblée, le sommet de Cannes. Pour évacuer peut-être le sujet, alors je ne sais pas ce qui va nous rester, vous nous dites qu'il n'y a aucun mélange des genres entre un conseil des ministres franco-allemand et puis une présidentielle française. Ah non, le conseil des ministres franco-allemand, il est prévu de longue date, il y en a 2 par an, donc ça n'a rien à voir avec la campagne des présidentielles, qui est une campagne franco-française. Bien sûr, c'est très bien. Je vous repose la première question sur le sujet dans un instant. Je vous précise quand même que Philippe Alfroy de l'agence France-Presse et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tour à tour. Mais donc d'abord, Henri Guénaud, comment est-ce que vous, le souverainiste que vous demeurez, vous n'aimez pas ce mot-là, comment dire? Je n'aime pas ce terme, moi je suis attaché à la souveraineté nationale. Donc vous qui êtes attaché à la souveraineté nationale, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez Merkel vote Sarkozy? J'avais pas compris que Mme Merkel votait en France, mais bon. Elle apporte son soutien, je le rappelle, au président de la République. Et donc c'est une façon, d'ailleurs espérée à l'Élysée, d'obtenir des soutiens outre-Rhin. Ça, vous ne pouvez pas le nier, Henri Guénaud. Ah non, mais pour que la politique française soit efficace en Europe, nous sommes toujours contents d'avoir le soutien de nos amis allemands. Voilà, ça, je pense que quel que soit le gouvernement français, il a besoin pour faire avancer l'Europe du soutien allemand. Alors vous, donc, vous ne succombez pas, vous l'avez dit, à la germanomania, mais pourtant on a l'impression qu'à l'Élysée, le modèle aujourd'hui à imiter, c'est le modèle allemand. Est-ce que nous nous sommes trompés? Vous êtes trompés. Il n'y a pas de modèle à imiter. Il y a des leçons à tirer des expériences des autres, mais il n'y a pas de modèle à imiter. Le président de la République l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Ça n'aurait aucun sens. Les Allemands ne vont pas devenir Français et les Français allemands. Chacun doit essayer de tirer le meilleur parti de lui-même, de ses ressources, de sa culture, de ses traditions. Et puis, rien en revanche ne nous empêche de regarder les expériences des autres et d'en tirer des leçons pour nous-mêmes. Par exemple, la principale leçon à tirer porterait sur mais il y a beaucoup de choses. Je pense au dialogue social en Allemagne. Je pense, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, de l'expérience du transfert de charges sociales sur la TVA. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer en matière de compétitivité, d'efficacité industrielle. Et il y a peut-être des choses à éviter. Est-ce que l'Allemagne peut